Messieurs et dames, bel bonjour et nous comptons retrouver les autres pour une nouvelle session à Parole la vie. Parole la vie, qu'on autres savent, c'est pour savoir qui t'a fait avant, comprendre qui a fait aujourd'hui et pour prévoir pour demain. Alors aujourd'hui là, nous allons parler d'un sentiment, un état d'esprit, quels autres pieds ressentis en amitié, au travail, en amour, même en relation familiale. Donc, on état d'esprit qui peut mettre les autres bien, qui peut mettre les gens là qui en face à les autres bien, les autres qui accordé, mais qu'une fois qu'ils pèdent, qui peut créer des drôles de sentiments qui peut mener à des drôles de dégâts aussi. Donc, aujourd'hui là, nous allons parler de confiance. Confiance en soi, confiance à l'autre. Est-ce que les autres peuvent vivre en faisant confiance? Est-ce que de nos jours, nous avons accordé confiance en nous comme avant, vu qu'ils ont la société qui a présenté quoi? Parce que le devient de plus en plus difficile, monde de plus en plus frustré, et effectivement, nous avons parlé de plus en plus de confiance, mais là où nous avons parlé de confiance aujourd'hui, nous avons parlé aussi de manque de confiance. Il y a le monde qui a dit qu'il y a méfier par rapport à ça, il y a avoué ça, il y a vivre, etc. Nous avons rappelé les autres que l'émission là en direct et que les autres peuvent téléphoner pour nous avis à autres, du nous cas autres qui pensé de la confiance. Est-ce que les autres qui fait confiance? Est-ce que les autres qui fait confiance à 100%? Est-ce que les autres qui vivent dans la méfiance? Et est-ce que confiance sont bien qui est nécessaire pour évoluer dans la société? C'est de ça que nous allons essayer de battre après-midi là, et puis les différents invités que nous tenons. Mon Esmeralda, bonsoir. Bonsoir. Pardon, vous avez tout préparé. Vous êtes venu avec tous vos documents. Non, mais on n'invente rien. Donc, pour parler de ces choses-là qui sont importantes, puisque j'ai vu que vous mettez l'accent, il y a eu avant, on a fait une émission sur... Alors, on a fait la trahison, on a fait le pardon. Ce sont de grands sentiments qui sont le socle, en fait, de la structuration de la relation sociale, de la relation humaine. Donc, il faut s'informer, il y a beaucoup de choses écrites là-dessus. Il faut s'informer pour aider justement nos téléspectateurs qui veulent aller plus loin. D'accord. Voilà. Mélodie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Zazie. Olivier. Bonsoir à tous. Notez qu'aujourd'hui que Mélodie et Olivier sont assis l'un à côté de l'autre. Donc, pour commencer tout de suite, nous allons débuter avec un micro-trottoir pour voir qu'est-ce que vous, au niveau de la population, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce thème que nous allons débattre cet après-midi, la confiance. À tout de suite. Est-ce que la confiance est importante pour vous dans les relations que vous entreteniez avec les autres? Madame, chère dame, vous êtes tombée pile dans ce que j'ai dans ma vie. Vous savez, je dis parfois même que je n'ai pas de chance parce que je fais confiance aux gens et les gens prennent pas si ils ne comprennent pas. Mais j'ai toujours fait confiance aux gens et je n'ai rien eu de retour. Alors parfois je me dis je ne suis pas compris ou bien la personne n'a pas compris comment je suis. Donc vous arrêtez de faire confiance maintenant? À un moment, il y a un moment. Il y a un moment parce que quand on a pris tellement de coups sur la tête, on a mal à la tête. Alors, je préfère arrêter. J'ai arrêté. Voilà. La confiance, madame, qu'en pensez-vous dans les relations? Oui, c'est important. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme, oui. C'est-à-dire que quand vous connaissez quelqu'un, quand vous êtes lié d'amitié avec cette personne, vous lui faites automatiquement confiance? Oui, si on est bien avec la personne vous connaissez la personne. Quelquefois, on vit déjà quelqu'un. Lorsqu'on fait confiance, des fois, on met le doigt dans l'œil, quoi. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, il y a peu de confiance. Les gens, non, c'est un petit peu rare maintenant. Pour faire la confiance aux gens, c'est pas évident. Donc pour vous, la confiance a des limites? Il y a des limites, oui. Dans quel cas, par exemple? Je ne sais pas comment vous dire ça. Et la confiance a des limites, il ne faut pas faire complètement confiance. Voilà. De peur d'être déçu? Oui, tout à fait, parce que moi, c'est mon cas. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que la confiance est importante pour vous dans les relations que vous entreteniez avec les autres, avec votre famille, vos amis, votre amoureuse? La confiance, c'est très important, c'est très important, mais il faut savoir qui l'a donné. Des fois, on peut avoir une compagne et puis on voit comment ça tourne. Peut-être au début, on donne cette confiance-là et puis par la suite, après, ça s'estompe. Mais à la famille, à ma matière, oui, la confiance, oui. On peut donner quand même, pas n'importe comme je dis, mais il faut le donner quand même à certaines personnes. D'accord. Donc, est-ce que votre confiance peut-elle avoir des limites?
Ah oui. Ah oui, comme je viens de vous dire, c'est que en donnant la confiance à une personne, et puis on voit que cette personne, la façon de faire, quelle que soit la personne, hein, la façon peut-être la façon que la personne discute avec vous, la réaction de la personne, on dit, c'est pas la peine de faire confiance à cette personne, c'est pas la peine. Est-ce que la confiance est importante dans la relation que vous entretenez avec les autres? C'est important, mais j'avoue que j'ai tendance à la doser. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout a l'air très beau, très joli au début, et puis après, lorsque vous grattez un petit peu, parfois on retrouve des choses pas très sympathiques. Donc votre confiance a des limites alors? Elle a des limites. Et qu'est-ce qui a des limites justement? Les actions, le vécu avec la personne, ça dépend. Ça dépend de chacun. Est-ce que pour vous, la confiance est importante dans la relation que vous entretenez avec les autres, que ce soit sur le plan professionnel, amical, amoureux? Oui, dans tous les sens, la confiance est importante. Pourquoi? Très important. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. On s'appuie beaucoup là-dessus. Et je crois que c'est primordial, la confiance. Votre confiance a-t-elle des limites? Quand même, oui. Pour tout le monde d'ailleurs. Dans quel cas? On ne fait pas confiance aveuglément. On fait confiance jusqu'à un certain point. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Quel exemple je vais vous donner? Si quelqu'un vous met un revolver sur la tête et puis il vous dit non, ne crains pas, il n'y a pas de balle, est-ce que vous allez croire? Alors, de toute façon, vous aurez peur. Vous n'allez pas le faire confiance comme ça, pas pour ça. Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme exemple. Donc, nous saluons l'arrivée de Thierry qui vient de nous rejoindre. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je sais que tu as couru pour nous rejoindre, donc exactement. Je te remercie. Donc, on va commencer une définition rapide de la confiance. Juliette Smiralda. Mais justement, j'écoutais les... Par rapport au micro-trottoir. Justement, j'écoutais le micro-trottoir et j'ai constaté que, en fait, on va chercher dans des sphères, dans des domaines très variés pour parler de la confiance. Le dernier exemple, par exemple, c'est vraiment dire, si on vous met un revolver sur la tempe, est-ce que vous ferez, et qu'on vous dit qu'il n'est pas chargé, est-ce que vous allez faire confiance à cette personne-là? Donc, on est dans quelque chose d'assez vague, d'assez vaste. On revient rapidement sur le micro-trottoir. Madame Smiralda, il y en a qui disent on ne peut plus faire confiance. C'est important. Il y en a d'autres qui disent que c'est important, mais il faut choisir à qui faire confiance. Il y a d'autres qui disent qu'il faut choisir à qui on accorde notre confiance. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont répondu au micro-trottoir sont vraiment dans le thème, savent effectivement qu'est-ce que c'est, et vous, quelle serait votre définition rapidement de la confiance? Oui, c'est-à-dire on commençait à dire que chaque intervenant a une vision, en fait, une manière de concevoir la confiance qui est, qui est basée sur un lien défectueux. Enfin, j'ai été déçu, donc je n'accorde pas ma confiance. Mais on ne nous dit pas ce que c'est que la confiance, et on ne nous dit pas ce qu'on attend de ça. En fait, la confiance fait partie des sentiments affectifs fondamentaux, de base. Et dans les sciences, donc là, on a ce que dit le grand public, mais dans les sciences humaines, on a une manière de concevoir la confiance. C'est d'abord une construction de l'individu. Et par exemple, dans les stades de développement d'un monsieur comme Erickson, ça concerne plus la psycho, mais c'est important de le dire aussi, eh bien, la confiance se construit au premier stade du développement de l'enfant, c'est-à-dire à l'âge de 1 an déjà, et dans un rapport qui est contradictoire, c'est-à-dire confiance-méfiance. Et c'est la mère ou la personne qui est le substitut de la maman qui confère, qui cultive, qui crée, qui construit cette confiance-là dans l'enfant. S'ils se sont acceptés, si on la prise en charge suffisamment, il développe avec lui, avec soi, un rapport qui est particulier. Et dans ces besoins-là, donc à côté de ça, c'est comment naît la confiance, comment on va se confier, se fier à quelqu'un et donner, à la limite, se laisser, parce que le petit homme, le petit enfant, c'est le seul petit animal
qui ne peut pas se prendre en charge avant un certain âge. Il a besoin d'un environnement qui le nourrit. Si on ne le nourrit pas, il meurt. Donc pour que la relation s'établisse, justement, il faut qu'il y ait cette confiance à la base qui se construit dans l'enfant, qui fait confiance à son environnement, qui va l'aider à vivre. Maintenant, dans le développement de ses besoins fondamentaux, il y a plusieurs phases. Je veux juste citer la phase de la confiance en soi, et puis c'est un concept qui englobe donc la confiance de base, la confiance en ses désirs, en ses sentiments, en son jugement, en ses capacités, en son aptitude à entrer en relation avec les autres. Vous voyez, donc dans ce que les gens nous ont dit, il y a leur capacité d'entrer en relation avec les gens, mais d'avoir à chaque fois une déception, d'avoir trop donné et de devoir reprendre. Et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer, parce qu'il y a effectivement une manière de concevoir le donner et le recevoir qui est peut-être défectueuse dans qu'il faut absolument attendre quelque chose en retour? Mais la vie est faite de ça. C'est-à-dire je travaille sur un autre texte en ce moment, et c'est ce qu'on appelle le don et le contre-don, le donner et le recevoir. Mais dans notre éducation, très souvent, nous avons appris beaucoup à donner, et donc nous aimons donner, mais nous ne savons pas recevoir, et l'équilibre dans la relation est déstabilisé parce que celui à qui vous redonne en échange de ce que vous avez donné, eh bien si vous n'avez pas bien reçu ce qu'il vous a donné, il est mal, parce qu'il vous dira, par exemple, je ne veux rien. Si vous dites je ne veux rien devant la personne, tu m'as donné 100 €, eh bien je te rends 150 € pour te montrer que voilà, je te donne, tu vois, je te donne pour que tu acceptes et pour que tu vois que je suis quelqu'un de très bien. Eh bien ce déséquilibre que vous installez dans la relation est une perte établie, une perte de confiance, dont justement un équilibre qui s'établit tout naturellement, parce que ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir expliquer plus longuement, mais le donner et le recevoir, le don et le contre-don, c'est une base de la confiance qui s'établit entre deux personnes et qui sont absolument j'allais dire incontournables dans la relation. Il ne faut pas croire qu'on n'attend rien de nos relations. C'est faux, et si on nous dit ça, c'est qu'on se la joue, parce qu'en réalité, quand vous avez dit bonjour, qu'on ne vous a pas rendu votre bonjour, vous êtes fâché. C'est la preuve que vous attendez quelque chose. Quand vous avez invité des gens et que ils ne vous ont pas invité, vous êtes fâché. Donc mais c'est naturel. C'est pas qu'il faut attendre ou pas, c'est le lien social qui se construit comme ça. Mélodie, est-ce que par rapport aux réponses du micro-trottoir, est-ce que tu t'es un peu retrouvée dans ces réponses-là? Est-ce que tu penses que pour certaines personnes, la confiance s'arrête au vécu du passé? Oui, forcément, on s'inspire de ce qui nous a fait mal par le passé. Donc, on commence toujours par faire confiance totalement, on se plonge totalement dans la relation sans limite. Et c'est la vie et les claques de la vie qui nous permettent d'établir ces limites, en fait. Et on en met plus pour certaines personnes et pour d'autres moins. Ça dépend, c'est le vécu, en fait. Est-ce que ça t'était déjà arrivé de faire entièrement confiance? Oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais plus maintenant. Mais en fait, j'estime qu'on fait confiance tout le temps. Même quand on fait du stop, on fait confiance à cette personne pour monter dans sa voiture et pour qu'elle puisse te ramener à bon port. Quand tu vas au restaurant, tu fais confiance également. Que ça se trouve, la personne crache dans ton plat. Tu fais confiance. On fait confiance, mais cette confiance est limitée. J'irai pas, par exemple, confier mes enfants à mon voisin que je ne connais pas. Par contre, je ferai confiance à ma mère. C'est dans le quotidien, en fait, mais il y a toujours des limites. Et dans l'éducation des enfants, comment on prépare à ce sentiment de confiance? Mais c'est pas évident, parce que quand on est jeune, on se donne pleinement. Et même si on te prévient qu'en donnant ta confiance entièrement et totalement, ça peut faire mal, il faut vraiment avoir mal pour comprendre cet état de fait. Si je peux me permettre, oui. je ne crois pas que les enfants donnent leur confiance. Les enfants qui n'ont pas reçu le sentiment, qui n'ont pas été sécurisés à la base, ils sont très sauvages, on les appelle sauvages, ils ne donnent pas leur confiance, ils ne font pas confiance. Ils sont déjà très jeunes dans cette attitude de protection, de se protéger de l'autre. C'est parce que j'ai été amenée avant. Non, mais ça veut dire que ce sont des enfants qui ont été relativement sécurisés. Mais on
qu'on a, dans les cas sociaux qu'on a, c'est d'abord ce problème-là qu'on traite. D'accord, en fait, ça dépend de ce que l'enfant a vécu au sein de sa famille. C'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait parler de la construction de la confiance chez l'enfant dès la première année de sa vie. Voilà. Ok. Donc, tu lui apprends d'abord la confiance ou la méfiance? Comment instaurer? En fait, je ne peux pas leur apprendre la méfiance si je ne leur explique pas qu'on doit donner, voilà, exactement, donner sa confiance avec des limites. Donc forcément, il faut que je leur explique les tenants et les aboutissants. D'accord. Olivier, toi aussi qui es jeune parent, comment dans l'éducation tu penses, parce que c'est vrai que tes enfants sont encore jeunes, mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir, effectivement qu'ils grandissent dans un univers qui est assez sain, structuré, une famille, etc. Mais dans leur rapport avec l'autre, comment est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Écoute, je ne me la pose pas encore, puisque, si tu veux, Madame Smeralda pourra le confirmer, la première socialisation, c'est le cercle familial. Donc, si tu veux, effectivement, là, ce que j'apprends à mes enfants, c'est qu'ils peuvent avoir confiance en moi et en leur maman. Ils peuvent avoir confiance en leurs parents. Et puis, non seulement ils peuvent avoir confiance en nous, mais aussi avoir confiance en eux. C'est-à-dire que ma fille qui a 2 ans, j'essaie de lui avoir, qu'elle ait confiance en elle-même, tu vois, qu'elle grandisse et qu'elle ne grandisse pas avec la peur de tout, mais qu'elle grandisse avec une confiance en elle qui lui permettra plus tard d'aller découvrir, d'aller chercher. Si elle ne comprend pas, papa, pourquoi la fourmi elle est comme ça et le chien il est comme ça, écoute, qu'elle ait une confiance en elle et qu'elle aille chercher d'elle-même, plutôt que si tu veux, d'élever un enfant qui a peur d'aller chercher l'information, qui justement n'a pas cette confiance en elle et va traîner ça toute sa vie. Parce que généralement, c'est vrai que souvent, quand quelqu'un n'a pas confiance, la personne en son jugement, petit, et même adolescent, la personne traîne ça tout au long de sa vie. Même si elle peut le travailler après, puisque maintenant, on sait qu'il y a des coachs en tout, des coachs qui permettent de développer la confiance en soi. Mais justement, à mon avis, il est fondamental de le travailler tout d'abord dans le socle familial, avec les parents. Et toi, quel est ton rapport, avec la confiance? Parce que tu as déjà vécu, tu as eu à accorder ta confiance. Effectivement, c'est vrai que quelqu'un en qui tu as entièrement confiance? Non, on va parler franchement. Non, mais c'est vrai que nous, spectateurs ou téléspectateurs lambda, on n'aura peut-être pas ce recul scientifique qu'à Madame Smeralda, mais on va plus parler avec nos tripes, avec notre vécu. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de faire confiance. La personne avec qui je vis, si tu veux, va peut-être payer pour le passé que j'ai eu. Parce qu'auparavant, j'ai été blessé. Il y a bien un petit proverbe français qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Donc, c'est vrai qu'on veut faire confiance, mais quelquefois, on a du mal à faire confiance. Et donc, c'est vrai que c'est la personne avec qui on est maintenant qui quelquefois en pâtit. Bon, cela dit, je ne dirais pas que je ne lui fais pas confiance et je ne dirais pas non plus que je lui fais confiance totalement. Donc, on est dans un sentiment ambivalent qui fait que on veut bien, mais c'est difficile, ou c'est difficile, mais on accorde quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est complexe en fait. Exactement. Il faut trouver un équilibre. Et puis, ça me rappelle aussi ce qu'on disait la dernière fois, Madame Smeralda. Tout dépend de l'investissement que l'on donne à l'autre, de l'investissement de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a peur en quelque part de donner beaucoup et de recevoir peu. D'où le fait de quelquefois de se réfréner, de doser, de donner sa confiance avec parcimonie, alors que on ne devrait pas, surtout dans la relation. C'est parce qu'il y a un enjeu. Et ce dosage-là vient du fait qu'on sait, même inconsciemment, qu'il y a un enjeu. Et trouver le bon équilibre serait ne pas donner trop ou ne pas demander trop.
et accepter quand on donne et savoir donner, mais dans la bonne mesure. Et c'est pour cela que quand on a vécu dans des environnements qui étaient eux-mêmes instables à ces niveaux-là et qu'on n'a pas su bien construire ces rapports, par exemple dans les rapports culturels que nous avons avec les franco-français ou les autres Européens, eh bien on doit gérer tout ce que eux ont appris depuis des millénaires, enfin au moins 2 millénaires. Et c'est très difficile souvent de trouver son compte dans la relation. Donc c'est quelque chose de... C'est une construction, mais plus on prend... Quand on a, par exemple, dans le tableau de Erikson, la phase 1, reconnaissance mutuelle, c'est à partir de là qu'on construit la confiance de l'enfant, c'est entre 0 et 24 mois, et c'est dans ce rapport oppositionnel, confiance, méfiance, et les acquisitions, l'enjeu de l'acquisition, c'est une confiance de base qui permet de s'ouvrir sans crainte au monde. Quand l'enfant a ça, il est sûr de ses pas, sûr de son jugement, il avance parce que ce que vous faites avec votre petite fille, c'est bien, vous la construisez et vous dites, tu peux avoir confiance dans tes parents. Le problème, c'est que peut-être que vous avez fait quelque chose qui a déçu l'enfant, parce que vous savez mieux que moi combien les enfants ont une acuité d'analyse, etc., et d'observation, et puis ils ont un sens de la justice aussi très fort. Eh bien, si vous les avez déçus, revenir sur ça, ils vont vous dire, ouais, mais tu m'avais dit ça, puis tu n'as pas fait. Oui, tu m'avais promis, puis tu n'as pas fait. Quand l'enfant vous réclame comme ça veut dire que sa confiance en vous est déjà entamée. Et beaucoup de parents ne se rendent pas compte. Ils croient que parce que l'enfant est petit, parce que c'est un enfant justement, ils croient que l'enfant, il carousse pété, quoi. Mais au fond, l'enfant est déjà en train de définir le terrain ou le terreau sur lequel il va travailler la relation avec son parent. Hein, c'est ça. Nous avons notre premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, je voulais dire que dans la confiance, c'est extrêmement délicat. On peut faire confiance totalement qu'à Dieu. Parce que, au niveau religieux, au niveau relationnel, on est toujours trahi par les autres. Mais le plus souvent, ils sont plus faibles que toi. Mais on peut faire confiance à son médecin. Moi, j'ai fait confiance pour être opéré. J'aurais pu mourir. On peut faire confiance à un certain niveau. Mais il y a des choses, c'est qu'à Dieu seul qu'on peut les souffrir. Il y a des choses que tu fais, et puis bon, tu as fait mal. Mais donc, je ne sais pas, tu as menti sur quelqu'un. Quelqu'un t'a dit quelque chose, t'as fait mal pour te venger, tu mens. Et là, tu mens, et puis tu crées des sacrements qui détruisent un foyer. Est-ce que tu penses que tu pourras aller dire à tout le monde, ou bien à ton conjoint, ou bien, c'est pas n'importe qui, je sais que c'est moi qui ai détruit ce foyer. Et puis la personne te vend, et puis ça crée des problèmes. Donc tu peux faire, il y a des niveaux, on fait confiance, mais on peut donner qu'à Dieu seul. Et au prêtre, et puis c'est le prêtre qui va le faire passer à Dieu. Enfin pour ceux qui croient. Voyez-vous? Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Puis, je te remercie pour ton émission. Merci de suivre. C'est grâce à vous aussi si l'émission existe. Thierry, est-ce que la confiance, au fur et à mesure que tu as vécu certaines choses, tu as pu développer comment tu pouvais, oui ou non, gérer ta confiance, à qui l'accorder? Est-ce que tu as pu te faire ton idée sur la confiance au fur et à mesure des années par rapport à ce que tu as vécu? Alors, par rapport à ce que j'ai vécu, je dirais pas spécialement par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, ce que je pense de la confiance, déjà, c'est que la confiance part d'un sentiment de respect de l'autre, à mon avis. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à faire confiance. Quels que soient les événements que tu vas faire, tu te lèves le matin, comme vous dites, il y a plein de choses dans la journée où tu es amené à faire confiance à quelqu'un. Tu vas prendre un bus, tu es obligé de faire confiance au chauffeur. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu es amené à faire confiance. Oui. Maintenant,
comment déterminer la vie privée, la confiance la confiance dans la vie privée, ben c'est toujours, ça revient au respect d'autrui. Et ça se décrit aussi par rapport aux actes que tu fais. C'est-à-dire que, comme vous parlez des enfants, vous avez parlé des enfants de 0 à 24 mois. Comment on va apprendre à l'enfant d'avoir confiance aux parents? Comment les parents vont apprendre l'enfant d'avoir confiance en eux? C'est quoi? C'est quand il a faim, peut-être. Si l'enfant il a faim, il sait que le parent est toujours là, il va le nourrir. Si il sent qu'il est aimé, voilà. On le materne, exactement. Tout ça va créer la confiance. Ça va instaurer la confiance et sur une base bien solide. Maintenant, si vous fonctionnez avec des gens qui, aujourd'hui, la personne est avec toi, je sais pas, l'enfant va rester dans le domaine personnel, familial, on va dire. Tu as un enfant, tu ne t'en occupes pas, tu sais qu'il sort à 5 h, il est 19 h, l'enfant il attend son parent toujours, le matin l'enfant se lève, tu t'en occupes pas, forcément, après, on va même pas dire 2 ans, mais même après 6 mois, je pense que le sentiment de confiance a déjà été... Sur le moment même. Donc je pense que c'est surtout par les actes qu'on instaure la confiance. Et après, le respect de l'autre. Il y a des limites? Mais tout à fait. Mais c'est évident qu'il y a des limites. Pourtant, il y a des gens qui font confiance aveuglément. C'est parce que je pense que ces gens-là se donnent, comme on dit, on se donne trop. Hein? On avait parlé de ça quand on parlait de la trahison. La trahison. Voilà, peut-être un besoin. C'est un besoin. Le sentiment amoureux. Un besoin de reconnaissance. De reconnaissance. Un besoin de reconnaissance fait qu'on ne sait pas doser, on donne trop pour être aimé plus. Voilà. Mais en réalité, on commet une erreur parce qu'il ne faut pas donner trop, puisque l'autre ne saurait peut-être pas évaluer à sa juste mesure ce que vous donnez. Et ce trop que vous donnez montre que vous attendez une reconnaissance en échange et peut faire que vous devenez victime parce qu'on sait que vous attendez, vous êtes en attente d'amour, de reconnaissance. Peut-être que la personne ne sera pas à même non plus de remettre autant de... Voilà, vous la forcez en quelque sorte. Est-ce que Mélodie, il y a dans le micro-trottoir, il y a un monsieur qui disait qu'accorder sa confiance est très important, mais il faut savoir à qui accorder sa confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement du jour? Toi, je te fais confiance, toi, je ne te fais pas confiance. Il y a des gens qui, sur un seul regard, déterminent que cette personne-là, on ne peut pas faire confiance. Est-ce que ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça, et bien souvent on se trompe. Parce que c'est pas sur la tête qu'on voit, en fait, c'est en expérience, en fait, en fréquentant cette personne qu'on peut être amené à savoir si oui ou non. Mais j'avoue que de mon côté, je fais confiance, mais avec parcimonie. Je peux faire confiance à tout le monde. Je peux te faire confiance pour le fait que tu mènes à bien ton émission, par exemple. Mais en dehors, peut-être pas. Mais voilà, c'est comme ça avec tout le monde. Et c'est comme ça que je m'y prends, en fait. Mais parcimonie, mais toujours... Je pense qu'il y a plus de méfiance que non de moi. Pourquoi? Parce que, comme disait Madame Smeralda, étant plus jeune, persuadée qu'en donnant tout mon amour, toute ma confiance, j'aurai exactement la même chose en retour. J'ai toujours déçu. Voilà. Parce que c'est ça. Il y a une économie de la relation. Et c'est parce qu'on n'en parle pas, et je trouve ça très dommage, mais c'est bien. Donc, j'ai un petit fait ces émissions-là pour nous permettre de dire ces choses-là. En fait, il y a une économie du lien social. C'est-à-dire, comment on pèse, combien de kilos d'affection, combien de livres d'amour, ou bien le contraire, combien de demi-livres de ceci, de cela. C'est tout. On gère ça au quotidien, surtout dans un pays comme le nôtre, où l'affectif est vraiment mis en avant. Vous écoutez des animateurs radio, ils se font des mamours toute la journée avec ils s'embrassent, ils se disent chérie, ils se disent... C'est unique au monde, vous n'entendez ça nulle part ailleurs. Mais ce surenchérissement-là, ça correspond bien à quelque chose. Ça passe sous forme de jeu, c'est ludique, mais sociologiquement, ça a du sens, même psychologiquement. Mais moi, ce que je voulais dire, comment on fait confiance parce que le mot mensonge est ressorti, j'ai appris, le mot trahison, et puis j'ai cru entendre, on ne fait totalement confiance qu'à Dieu.
Oui, mais dans le cadre de oui, mais la forcément parce que croyance. Dieu n'est pas en relation avec nous au quotidien. Je pense que si Dieu était là au quotidien, on aurait eu quelques problèmes aussi. Mais enfin, il faut rester logique. Moi, ce que j'avais posé pour la trahison, cette base-là, je la repose pour la confiance. Est-ce que nous avons toujours été dignes de la confiance qu'on avait mise en nous? C'est-à-dire que, est-ce que nous n'avons pas trahi? Par exemple, je sais que les gens qui se méfient le plus des autres sont des gens qui eux-mêmes ne sont pas fiables. C'est-à-dire qui n'ont pas tenu leur parole, qui n'ont pas été dignes de la confiance qu'on avait placée en eux. Mais il y en a qui se méfient parce qu'ils ont été trahis. Non, mais justement, mais c'est pas on n'est pas dans le même scénario là. La question que vous posez, c'est la vie est ingérable si on ne fait pas confiance aux institutions, aux chauffeurs de bus, aux pilotes d'avion, aux animateurs. Elle est ingérable parce que nous n'avons pas le choix ou nous n'avons d'autre choix que de venir et de consommer ce qu'on nous donne, de payer pour assister, pour voyager, etc. Ça, c'est la vie publique. L'espace public est géré sur cette base-là. Nous, dédions ou nous déléguons à l'État le pouvoir et même le devoir d'organiser notre vie quotidienne. Mais dans notre espace privé. Donc cette confiance-là, c'est vrai que c'est la confiance. Parce que si j'ai peur de l'avion, je ne ferai pas confiance au pilote. Ou si j'ai peur de je ne sais quoi, je ne ferai pas confiance au pilote. Il y a des gens qui voient des femmes piloter un Boeing 747 et qui disent moi, je ne vais pas monter à l'avion là parce que c'est un madame qui a piloté. Je veux dire, sur cette base-là, non, ça a l'air ridicule comme ça, mais ça existe. Ça existe. Donc, dans l'espace public, je fais confiance parce que je n'ai pas le choix. Mais dans mon espace privé, je suis donc justement dans la sphère de l'affectif, dans la gestion de nos petites relations, alors de parents-enfants, de homme à femme, etc. Et c'est dans cette sphère-là qu'on a le plus de trahison, parce que dans l'espace public, on peut vous se péter. On va dire oui, on va faire une grève pour dire que la confiance qu'on avait placée dans les institutions, mais dans l'espace public, on gère ça comment? C'est au quotidien, c'est des milliers de fois, c'est avec tous les membres de la famille, et c'est compliqué. Et dans le privé, on se donne beaucoup plus. Dans l'espace public aussi, parce que on a quand même eu des affaires politiques qui ont secoué la société, comme l'affaire Cahuzac, pour ne pas la citer, l'affaire Woerth, l'affaire Bettencourt. Mais c'est pas l'espace public, c'est l'espace privé dans un espace. C'est-à-dire mais ce sont des personnages publics. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas fait au nom de l'État. Ont quand même cherché à gagner la confiance des électeurs. Ils ont été élus en gagnant justement. Alors la confiance se gagne, ils ont gagné la confiance des électeurs et finalement ont trahi par leurs actes. Non, je n'ai pas de compte à l'étranger, etc. Et je confirme, ils passent devant l'Assemblée nationale, non, je n'ai pas de compte à l'étranger, et finalement oui. Donc effectivement, donc là on se retrouve dans un cas de public où on est trahi finalement. Et sauf qu'à force, le public s'y attend dans le domaine politique. C'est-à-dire qu'on doit choisir entre plusieurs personnes. Parce que le privé, l'affectif, ça concerne. Est-ce que je laisse partir mon mec seul? Est-ce que je laisse partir ma meuf seule? Oui, dans la sphère privée. C'est pour ça. Oui. Est-ce que, alors, mon enfant, quand il s'en va le matin, il dit maman, tu viens me chercher, ou papa, tu viens me chercher à 5 heures. Je finis à 5 heures. Et pour revenir à l'exemple de Thierry, eh bien, 5 heures, 6 heures, 7 heures, papa m'a oublié, maman m'a oublié. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ça. C'est un trauma. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Oui, juste avant de prendre l'appel, tu disais? Oui, non, c'est comme disait Madame Smeralda, c'est ce qui marque à vie, en fait. Quand ta confiance a été détruite enfant, même si tu t'en rends pas compte en étant adulte, c'est la base en fait. Tu as beau faire ce que tu veux. J'ai peur de mes parents. Voilà, c'est déjà la socialisation première. Oui, c'est ce que disait Madame. Mais tenir une parole face à un enfant est absolument fondamental. Ah oui, c'est très important. Nous avons notre appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez baisser Je m'appelle Églantine. Allô? Enchantée. Oui, je m'appelle Églantine. Très joli prénom. Juste pour dire que j'approuve ce que Mme Smeralda vient de dire. Il faut faire confiance parce que si on ne fait pas confiance à qui que ce soit, la vie est invisible. Comme elle vient de dire, on ne va pas prendre l'avion, on ne va pas prendre le taxi, on ne va pas prendre le bateau. Il faut faire confiance. Et la force de l'homme s'arrête au moment où commence sa peur.
Merci beaucoup. Merci à vous de suivre l'émission. Mais pour ce qui concerne les transports, moi je veux dire que je prends l'avion, je prends le bateau, je prends le taxi, mais c'est pas pour autant que je fais confiance à la personne qui pilote. Non, mais parce que je n'ai pas le choix. Ah non, même si je n'ai pas le choix. Mais écoute, j'ai besoin de me rendre du point A à un point B. Tu es toujours déçu par la politique, mais tu fais confiance quand même. Tu choisis parmi 5 personnes que tu sais mauvaises, mais il faut bien choisir une, tu n'as pas le choix. Oui, mais c'est ce que Bourdieu appelle le choix du non-choix. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas choisir, tu ne peux pas ne pas faire avec. Mais c'est pas pour autant que ma confiance est placée dans cette absolument, personne. tu ne connais pas le pilote, tu ne sais pas si c'est un alcoolique ou pas. Mais non, mais d'accord, tu montes le dans choix. un avion avec tes enfants et tu n'as pas confiance. Non, Sur très 8 cher. heures, non. Mais c'est parce que Non, c'est le choix du non-choix. Je n'appellerai pas ça confiance. Ah bon, pas qu'à les pièces côté. Mais non, mais écoute, tu as besoin de te rendre en France pour un concours ou pour faire quelque chose, par nécessité. Écoute, à moins d'avoir ton brevet de pilote un avion, tu es obligé de prendre... Tu fais confiance aux gens qui ont recruté cette personne en sachant qu'il y a des critères pour recruter et cette fiabilité qu'on lui donne, qu'on lui accorde, et c'est à partir de cela qu'on organise les transports ou un certain nombre de choses qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Donc à un niveau ou à un autre, il faut que tu mettes ta confiance dans ce qui existe parce que ceux qui recrutent sont censés avoir le jugement qu'il faut pour mettre à la tête des institutions ou des transports et autres les personnes qu'il faut. Donc toi, quand tu vas, tu ne te poses jamais la question, mais est-ce que le pilote est bon? Bah oui. C'est quand tu es installé. Non, c'est très rare, c'est très rare. Peut-être que lorsque tu connais le pilote, tu ne lui feras plus confiance après. Si peut-être le fait de ne pas le connaître, c'est peut-être... Au pilote, au chauffeur, oui, parce que les critères à son instinct de survie. Je me dis, il ne veut pas crever, donc il ne va pas nous faire crever. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Les gens qui sont tombés dans les tours, c'était des pilotes qui se sont... Oui, mais ça, c'est pas pareil. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu... Vas-y, Thierry. Non, c'est-à-dire que, tu sais, là, tu disais quelque chose par rapport au fait que si j'ai un brevet de pilotage et que, voilà. Alors, si demain matin, je prends mon brevet de pilote, on se connaît là comme ça. Si je te propose de faire un voyage, tu me feras confiance? Si je suis déjà monté en voiture avec toi et que tu conduis correctement, oui, je te ferai confiance. Par contre, si tu fais le feu sur la route... Pilote. Mais c'est ce que je te dis. Non, mais elle prend la base sur la voiture. Oui, exactement. Si tu dis que je te connais, je t'ai toujours connu chauffeur, d'accord, et maintenant je te connais pilote. Si j'ai eu confiance en toi en tant que chauffeur, je te ferai confiance en tant que pilote. Mais si sur la route déjà tu conduis de façon dangereuse, j'aurais pas envie de monter dans un avion avec toi. Tu parles du domaine privé, si on se d'accord. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que le pilote, quand tu prends l'avion, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas comment il se comporte dans sa vie personnelle, tu ne sais pas comment il est. Donc, mine de rien, tu fais comme tu disais, tu fais confiance parce que tu es obligé de faire confiance. Tu prends l'avion. C'est ce que je disais au début. Oui, mais c'est un choix, c'est le choix de mon choix. Tu ne peux pas faire autrement. Mais si peut-être tu ne le connaissais, si tu savais que dans cet avion-là aujourd'hui, c'est tel pilote qui est là, que tu le connais dans sa vie. Comme tu dis, tu sais, non mais je suis d'accord avec toi, tu le connais, tu sais que ce gars-là, il roule comme un malade. Et pourtant, il fait des gens prendre l'avion tout le temps, il pilote. Ou qu'il boit. Et qu'il boit. Non, mais comme tu disais, madame, la confiance n'est pas placée en l'individu, mais en l'institution. Parce que tu sais que cette personne a dû passer un brevet de pilote. Cette personne a été recrutée peut-être parmi les meilleurs, etc. Même les hôtesses. Mais qui est-ce qui a choisi le meilleur? C'est ça en fait. Si on part de ce principe-là, c'est le principe de la valeur. Comme des sélections. Mais si des personnes mauvaises ont choisi une personne mauvaise, je peux pas me. Tu vois, c'est. Voilà, si on part de ce principe-là, on sort pas de chez soi. Non, tu ne vis pas. Tu vis pas. La socialisation, c'est pour ça que la socialisation fait que tu apprends à connaître les institutions et tu mets ta confiance dans les institutions. Autrement, tu n'aurais pas d'attente. Quand les gens vont à la CAF, même s'ils ne sont pas contents, ils savent qu'ils seront payés d'une façon ou d'une autre. Donc l'éducation veut qu'on apprenne à déléguer et à faire confiance. Maintenant, moi, je crois que vous êtes en train de... Vous aviez une autre catégorie de phénomènes à traiter à travers la thématique. C'est la vie privée, parce que les Martiniquais qui ont parlé là, ont parlé de leur vie privée. D'accord, voilà. Nous prenons notre prochain appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
On vous écoute, madame, allez-y. Oui, voilà, je m'appelle Magali. Bonsoir. Bonsoir Magali. Bonsoir. Oui, alors quand vous parlez de confiance, je trouve que tout ça c'est bien beau, bien joli, parce que... Vous m'entendez là? Oui, allez-y. Comment? Allez-y, on vous écoute, on vous entend parfaitement bien. Bon, voilà, quand vous avez un médecin qui, sur un carnet de santé, voit écrit en rouge qu'un enfant est allergique à quelque chose et qu'il fait son ordonnance tranquillement, et puis que moi, en tant que parent, je suis obligée de vérifier et qu'il ne le voit pas alors que c'est écrit en rouge. C'est bien beau de parler de confiance. Le nombre de fois où c'est arrivé qu'un médecin fasse une ordonnance, fasse quelque chose, et que moi, en tant que parent, je suis obligée de vérifier à chaque fois. Je me dis, mais non, mais je viens de lui dire que l'enfant a tel problème qu'il ne faut pas lui donner telle chose, et qu'il le fait, et que c'est écrit, et il ne vérifie pas. Comment je peux faire confiance à ça? Et ça arrive tout le temps en plus. Tout le temps. Au Dieu des parents, au Dieu des autres, on demande, on pose la question. On ne peut pas faire confiance aux médecins à l'heure actuelle. Regardez l'enfant qui est mort juste pour une petite opération de rien du tout. Vous trouvez ça normal? On a des médecins, on devrait leur faire confiance. Non, on est tout le temps obligé de surveiller ce qu'ils font, de vérifier les ordonnances. Ils donnent des médicaments et puis voilà, et puis ils font du n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on espère que l'enfant va mieux, enfin qu'il n'a pas été touché. Il n'a pas eu le temps de prendre, mais il n'a pas eu le temps puisqu'elle a prévenu le médecin. Ça me rappelle, j'étais voir mon médecin. Vous avez le nez qui coule? Non. Vous avez mal à la gorge? Non. Une rhinopharyngite. J'ai dit, monsieur, oui madame, une rhinopharyngite. Je ne lui ai pas fait confiance, j'ai été dans mon deuxième avis. Dingue. Rien à voir. Donc c'est pour ça, en fait, je ne dis pas que je sois méfiante à tout moment, mais quand même il faut avoir un minimum de jugeote, il faut être averti, je pense. De toute façon, la seule personne qui peut avoir confiance, c'est nous-mêmes, hein, déjà. Vous avez dit avons-nous un autre appel? Ah non. On monte à la télé. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Merci, bonjour la Guadeloupe. Oui, enchanté. Donc, en fin de compte, je trouve votre émission très intéressante. Merci. Puisque c'est un domaine qui est vaste et il y a une grande subtilité. D'accord? Donc, ce genre de choses, ça se traite au cas par cas. Parce que on touche le domaine de l'affectif, le domaine du mental, de la psychologie, et puis comme une dame vient de dire, on ne sait pas à qui faire confiance, aux médecins, aux pilotes d'avion, ça peut même être à nous-mêmes aussi, puisqu'on ne sait pas à quel moment se faire confiance, bien sûr, parce qu'on ne sait pas si notre comportement est altéré par des sentiments tels que la colère, la jalousie, la haine, voilà, on ne sait pas comment on peut réagir et quelque chose qu'on peut faire, donc on ne sait jamais à qui faire confiance à fin de compte. Donc c'est pour cela que je dis que la confiance c'est quelque chose de subtil, et puis bon, et voilà, on ne sait pas à qui faire confiance à fin de compte. D'accord. D'accord. Merci. Okay, merci beaucoup. Est-ce que nous avons un autre appel avant de continuer? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour l'émission. Oui, c'est encore un appel de la Guadeloupe? Oui. Bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Nous vous écoutons, madame, allez-y. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est la Guadeloupe. Donc, je dirais qu'on peut faire confiance, oui, mais il faut se méfier du jumeau trahison. Donc, c'est bien de dire qu'on fait confiance, mais il y a des fois la trahison, il faut se méfier, et c'est ça qui s'impose sur la confiance. Merci.
Merci beaucoup. C'est clair. Donc que la confiance, c'est le frère jumeau de la trahison. C'est des termes qui se rejoignent, c'est clair. Parce que j'ai pensé à l'exemple du travail au milieu professionnel. Mais vous avez confiance, méfiance dès le départ. Hein. C'est ça la structuration de l'être humain. Et la méfiance, c'est ce qui va lui permettre de survivre, de se protéger. C'est extraordinaire. La nature a très bien fait les choses. Hein. Parce qu'un être humain qui est voué à un autre être humain totalement, c'est un être humain qui est une sorte de lavette qu'on peut tourner, retourner, enfin je dis de crêpe, qu'on peut tourner et retourner comme une crêpe et dont on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut faire une croix sur son cerveau en considérant que voilà, cette personne n'a aucune autonomie de pensée et de personnalité. Cela dit, l'excès de confiance aussi peut être nocive, peut-être destructrice. Il faut avoir confiance en soi, mais l'excès de confiance peut être destructrice. L'excès de confiance en soi ou en l'autre? Déjà en soi aussi. Il faut, moi je pense qu'il... C'est ce qui donne le sentiment d'arrogance. Très bien, voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi, mais pas à l'excès. Il faut savoir se remettre en question. On revient aussi. dans le l'excès de confiance. En gros, l'excès de confiance en soi, c'est de l'arrogance. L'excès de confiance en l'autre, c'est de la flatterie. C'est être con. C'est de la flatterie, mais c'est aussi justement ne pas savoir doser son investissement à l'autre. Mais ça arrive quand on se connaît moins bien. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître, à se comprendre, parce que quand on est sûr de son jugement, sûr de ce qu'on est, soit de sa propre valeur, on n'a pas besoin, comme tu le disais tout à l'heure si bien, d'aller louer un coach après quand on a 40-50 ans pour apprendre l'estime de soi. Ça, c'est une chose qui se plante au berceau. C'est une construction. Si les parents comprennent ça, ils vont faire des économies, les adultes aussi après, faire des économies d'argent, parce que toute la vie est une économie. Ils vont faire une économie et puis le temps qu'ils mettent à aller construire à 40-50 ans de la confiance en soi, eh bien ils vont aller faire des voyages, découvrir d'autres pays, etc. Et d'un point de vue public, si on prend le domaine public, l'évolution de la société, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les avions qui s'écrasent, les bateaux de croisière qui s'entrechoquent, les médecins qui font de mauvaises prescriptions, des diagnostics des infirmières qui n'en sont alcooliques, des sages-femmes alcooliques, meurent de bébés, etc. Des conjoints qui tuent leurs femmes, qui battent leurs femmes. C'est vrai qu'on est on évolue de plus en plus dans une société qui est négative par rapport au phénomène de violence et puis on a l'impression que les valeurs se perdent. Est-ce que la confiance a encore sa place dans la société aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe? Quand on prend le cas par exemple, le Mediator, il y a eu le scandale du Mediator, il y a eu le scandale avec de sang contaminé, de pilules, de lait pour les nourrissons aussi, on a eu... Et en Afrique, tous ces vaccins qui étaient porteurs de virus, etc. C'est quand même beaucoup de scandales, c'est quand même beaucoup de négatifs. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de place pour l'épanouissement, totale confiance, etc. Mais oui, au niveau de la politique, au niveau des entreprises qui peuvent fermer du jour au lendemain, il y a tout ça. Faire confiance à un homme politique et se rendre compte que qu'on se fait taxer par l'État parce qu'on ne paie pas certaines choses, tandis que celui qui doit montrer l'exemple le montre de penser comme ça. Donc, de nos jours, je trouve que c'est naïf de penser comme ça. Donc, quand bien même on élirait le président, etc., et ça reste quand même un être humain. Le fait de croire qu'il pourra tout changer, de rattraper tout ce que le président a fait... Non, mais pas tout changer, mais le fait de croire qu'on est dans une société quand même qui ne reproduit pas, par exemple, que du négatif. Qui nous ment beaucoup. Voilà. Et on en vient au mensonge. Est-ce que la confiance a encore sa place? Est-ce que les gens, le fait de vivre dans une société pareil, est-ce que ça ne pousse pas aussi les gens à dire moi j'ai plus confiance en rien? Eh bien, ce que vous dites là, c'est fondamental. Ça signifie que le sentiment, ce besoin de confiance auquel vous touchez aujourd'hui est un besoin fondamental. C'est-à-dire que si on perd confiance dans la société, dans son médecin, dans sa femme, dans son homme, dans ce qu'on mange, dans les vaccins qu'on nous donne, dans les diagnostics des médecins, eh bien on est foutu. Ben oui, ça et c'est ça. Notre humanité. Pas forcément, mais ça vous demande, vous êtes dans une jungle.
C'est ça qui se passe. Et c'est cela, individualiste. c'est la dégradation du lien social qu'on a actuellement, l'évolution vraiment très négative d'une société qui est complètement en crise, mais d'abord en crise morale. C'est à travers cette perte de confiance qu'on peut mesurer l'importance et le sens de cette crise morale. Une société qui ne peut plus fonctionner sur la base de la confiance sur laquelle elle était construite, c'est-à-dire moi citoyen, je paye mes impôts, je fais ci, ça, je vais aux urnes et je suis confiante, j'ai délégué, mais on m'a assuré qu'en retour j'aurai un certain nombre de services. Au lieu de cela, eh bien, plus les pouvoirs se dispersent, plus il y a des gens qui se servent d'autres gens, c'est-à-dire qu'on est complètement instrumentalisé et on peut trouver un politicien effectivement qui vous fait la cour pendant sa campagne, qui vous promet monts et merveilles et une fois qu'il est élu, il vous a oublié complètement. Je pense que ça fait longtemps quand même. Oui, le premier exemple de la décision, je pense que ça peut être la politique. Mais pourquoi faut-il s'y attendre? Mais à chaque fois on répète le même scénario. Mais c'est ça. Non, mais justement, pourquoi on répète le même scénario? Il y a une question à se poser. C'est que de la fonction et de la parole et de l'usage de cette parole pour convaincre, les individus attendent, quoi qu'il leur en coûte et quoi qu'il leur arrive. C'est-à-dire, non, à chaque nouvelle expérience... Non, mais ils ont tellement envie d'y croire qu'ils y croient. Alors que... Ils n'ont pas envie d'y croire. C'est une nécessité. Donc chaque nouvelle expérience, c'est un recommencement à zéro. On efface de sa mémoire les mauvaises expériences et on fait comme si on croit que ce coup-ci sera la bonne. Mais on se trompe de tableau. Non, parce qu'en fait, il se passe quelque chose dans l'évolution de la société que, bon, avec tout ce que tu as énuméré, c'est ça, hein, on est dans une sorte de décomposition. Ça ne pousse pas à faire confiance. Hein. Non, mais il ne faut plus faire confiance comme on le faisait lorsque la société fonctionnait en tenant sa parole et en nous servant moins de mensonges. Aujourd'hui, une nouvelle catégorie de citoyens doit émerger. Et c'est là que les plus faibles prennent du fer, comme on dit chez nous, parce qu'ils sont les moins informés, ils comprennent, ce sont eux qui comprennent le moins comment fonctionne le système, et parce qu'on est dans quelque chose qui se démultiplie socialement et sociétalement, eh bien, on n'a jamais fini d'apprendre de chaque petite section de la société. Résultat, ceux qui sont moins informés, qui ne comprennent pas bien le fonctionnement des institutions et qui croient encore à la parole de ceux qui viennent nous demander nos bulletins de vote, eh bien, ce qu'on observe actuellement, c'est que tout le monde vient se servir. En tout cas, beaucoup de gens viennent se servir, dont Cahuzac, dont les autres dont on a découvert les scandales récemment, des scandales qui sont énormes, alors que la société passe son temps au quotidien à nous dénoncer un petit qui a volé 10 €. Quand les gros, entre guillemets, se mettent à être des délinquants, eh bien, c'est des millions de fois plus grave en une seule fois que les milliers de petits délinquants qui ont volé 10 €. Parce qu'on a cru en ces hommes. Non, mais parce qu'il y a une organisation de la société qui fait que, d'une certaine façon, les dominants, les possédés, dans les postes aussi à responsabilité, sont plus protégés que les petits, qu'on persécute parce que l'œil est braqué sur eux, alors que ça se passe ailleurs très souvent. Alors, le citoyen qui doit émerger est un citoyen qui doit s'instruire, qui doit apprendre à manipuler les nouvelles technologies, etc., qui doit aller à la source. Et Dieu merci, il y a Internet pour beaucoup de gens. Tiens, je ne comprends pas comment ça fonctionne, je tape sur mon clavier et je n'ai plus qu'à lire. Et encore faut-il que je comprenne ce que je... justement, doit se construire dès la base et développer l'estime de soi. Non, c'est-à-dire que là, il est dans une autre configuration. On ne développe pas l'estime de soi, la personne ne va pas à la recherche de l'information. Elle se contente de ce qu'elle a. Ce qu'on lui dit. Oui, je trouve que nous sommes aussi dans la logique ici en Martinique. Nous savons ça nous nie, mais nous pas savons ça nous qu'à trouver. Et on s'appuie beaucoup sur ce petit proverbe. C'est ce qu'on nous dit. Où c'est le bon comme ça? Oui, il bon comme ça. Ou nous savons ça nous nie. C'est-à-dire que on connaît, surtout dans le cas des élections municipales. On connaît le fonctionnement de notre maire, on connaît ses défauts, on sait ce qu'il n'a pas fait, on sait ce qu'il a fait. C'est pas pour autant qu'on va faire confiance mais à celui qui va arriver avec un nouveau programme
Voilà. Et on l'a vu durant les élections municipales. Il y a des maires qui ont été mis en difficulté face à l'opposition. L'opposition a montré et démontré que quelquefois les maires n'ont pas fait ce qu'il fallait. Les maires avaient quelquefois du mal à répondre. J'ai vu des maires qui avaient du mal à répondre de leur bilan et pourtant qui ont été remis en place. Donc c'est vrai que la confiance peut aller loin. Et alors, est-ce que là, on parle de confiance, oui, mais aussi de tromperie aussi peut-être, d'illusion, je sais pas. Est-ce que c'est de la confiance? Parce que tout à l'heure, pour ce qui concernait ta vie privée, tu disais, j'ai pris du fer, donc je n'ose pas, voilà, c'est vrai que c'est plus difficile de l'attribuer aujourd'hui. Voilà, eh bien, les gens, ils n'ont peut-être pas le choix, ça peut être pour eux le choix du non-choix, c'est-à-dire, t'as là, il pas dit bon, mais nous, j'en connais li. En nous garder. Voilà, mais le nouveau représente l'inconnu. Parce que dans la question de la confiance, il faut que tu passes la question, le paramètre de l'inconnu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça sera peut-être le paradis, mais on n'ose pas tenter le paradis parce que justement, il y a ce frein qu'on se met en se disant, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce je vais trouver, donc allons faire le choix. Mais Madame Sirada, enfin bon, ça c'est vraiment un exemple, hein, on n'en fait pas une émission politique. Hein. Quand on voit un candidat qui connaît très bien ses dossiers et face à un maire sortant qui connaît mal ses dossiers, mal les chiffres de sa commune, je crois qu'on peut se poser des questions. Et le choix quelquefois s'offre à nous. Eh bien non, surprise, c'est le sortant qui est réélu. Et pourtant, il connaissait mal les chiffres de sa commune, il a été mis en difficulté, il ne savait pas répondre à des chiffres. S'il répondait, il répondait à côté de la plaque, et pourtant il a été remis en place. Peut-être que c'est comme dans certains couples, on a fait un sale coup, mais comme je ne sais pas si la prochaine sera pire. L'inconnu reste pour moi une source d'angoisse et une incapacité aussi de me projeter. Mais à la base, la question que tu poses, elle est très importante. La personnalité martiniquaise, elle ne prend pas de risques. Elle ne prend pas de risque parce qu'elle a peur. Elle a peur de mettre justement un pas en avant pour essayer de dépasser ce qu'elle a déjà eu. Et c'est cette anxiété qui nous habite de par notre histoire, mais aussi de la construction de notre confiance en soi qui est défectueuse dans l'éducation. Donc dans l'éducation, on nous apprend à nous contenter d'eux. Et nous sommes une société très conservatrice. Et on nous apprend beaucoup à obéir, à nous soumettre, à nous plier à. Donc là, ce dont tu parles là, qui serait vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire dans les comportements, eh bien, ça n'est pas fait. Ça ne ce risque-là, parce que dans l'inconnu, je vais dans l'inconnu quand j'accepte de prendre un risque, mais je ne le fais que quand j'ai assez confiance dans un certain nombre de choses qui sont établies et que je connais. Si j'ai pas confiance en mon pas, si je n'ai pas confiance dans, voilà, cet inconnu, le pas à franchir pour laisser à l'autre une chance de venir me projeter dans un autre monde plus moderne, plus ceci, cela, eh bien, je ne ferai pas le pas. Et c'est pour cela qu'on a le type d'élection qu'on a à la Martinique et que personne ne fait ce type d'analyse parce que ça va déranger, bien sûr. Mais il faut demander pourquoi les Martiniquais ont si peur, ou les Guadeloupéens ont si peur du changement. Mais c'est un problème de confiance aussi. Donc, en sortant du domaine politique. Oui, parce que le niveau politique, je pense que c'est pas lié qu'à la société martiniquaise. Je pense que c'est plus vaste que ça, ce problème-là. C'est un domaine où la confiance est fondamentale. Je pense que c'est pas tenu qu'à nous. Je pense que même au niveau national, je pense que c'est pareil, parce qu'on l'a vu même pour la présidence. C'est la même chose. Non, mais les gens changent beaucoup plus souvent là, ailleurs que chez nous. Mais chez nous, quand on dit qu'on reprend les mêmes et on recommence, on dit ça. Mais c'est vrai qu'il faut sortir un peu. Mais ce qui se passe dans le champ politique a commencé dans le champ privé, dans l'espace privé, dans l'éducation, dans l'esprit d'aventure. On a des éléments chez nous qui sont des aventuriers, qui vont être des pionniers dans des choses, qui vont oser. Mais regardez ce que la société leur fait. Mais je rejoins Mme Finalda parce que j'ai dit... Toujours en sortant du champ politique. Non, oui, tout à fait. Non, on a parlé de la politique. Non, on a parlé politique, mais je ne sais pas si vous connaissez... Je ne sais pas si vous connaissez un chant qui dit « Connais-moi, Doudou, connais-moi, mais pas quitter-moi ».
C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que ça revient encore au fait qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. J'ai déjà, je l'ai déjà, je la connais. Ou savent ça au cas quitter, mais on pas savent ça au cas attraper. Mais voilà, c'est ça. Donc, je te fais confiance, même si ou pas moi bon code, mais ma caractère et puis. Par contre, je ne sais pas ce que je vais trouver, j'ai peur de l'inconnu, je n'ai pas confiance en l'inconnu. Tu vois, c'est vrai que la sphère privée, on reproduit le comportement ailleurs, on le reproduit. Mélodie, selon toi, est-ce que la société, par rapport à tout ce qui se passe, nous pousse à nous renfermer, à choisir une certaine direction, à nous-mêmes cloîtrer dans un système où on choisit à qui faire confiance par rapport à ci, par rapport à ça, ou bien d'un seul coup d'œil, je me méfie, etc. Est-ce que au fur de la manière dont la société fonctionne et évolue, est-ce que ça nous pousse à comment dire, changer notre point de vue sur certains sentiments comme le pardon, la confiance, la trahison, l'amour, la fidélité, etc. Selon moi, la société fait en sorte qu'on devienne des moutons de pâturage, qu'on pense tous de la même façon, qu'on aille tous dans la même direction pour mieux nous manipuler. Selon moi. Donc à partir de ça, si on ne s'informe pas, si on ne regarde pas ce qui se passe en dehors de chez nous, si on n'essaie pas d'évoluer et si on estime que tout ce qui doit arriver, tout ce qui est bon, tout ce qui, c'est chez nous, si on ne va pas au-delà, on sera effectivement des moutons de pâturage. Voilà. Donc on a vu un médecin, mauvaise prescription, ouais, voilà. On change, on reste, voilà, ça ne coûte rien de changer. Oui, mais sauf que maintenant, on doit déclarer qu'on a un médecin traitant. Exactement. Pour suivre la même on peut changer, mais là où j'ai eu le comportement de demander notre avis parce que j'ai pensé par moi-même, d'autres, par exemple, m'ont critiqué parce que j'ai changé et je n'ai pas écouté le premier diagnostic. Donc les gens se fient, même s'il faut se lever à 4h du matin pour aller voir le même médecin qui est plus fatigué qu'avant, qui n'est plus alerte comme avant, on va toujours rester avec le même médecin parce que c'est celui qui nous a vus depuis l'enfance. On a du mal à changer, donc on reste dans cette espèce de routine et voilà quoi. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'évoluer soi-disant alors qu'on fait du surplace. Donc quelque part la confiance aussi a ses mauvais côtés. Oui. Mais il faut, on peut faire confiance, mais il faut quand même. Il y a des mises à jour partout. Je ne comprends pas comment on ne se remet pas en question. Mais là, c'est pas seulement la confiance qui intervient. C'est pas seulement la confiance. Il y a tout un système d'habitude, ce qu'on appelle aussi un habitus. Il y a un système d'habitude qui se construit et tu es dépendant. On ne fait pas confiance en notre médecin parce qu'on est habitué à ce niveau. Voilà. C'est quand même de la confiance. C'est plus de la confiance. Non, à la base, c'est l'habitude. Je ne sais pas, je ne lui fais plus confiance, mais je ne sais pas où aller, ou je ne sais pas si je vais trouver mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne lui fais plus confiance, mais comme là, comme l'exemple que tu prends, il ne faut pas en faire non plus quelque chose de dilué, parce qu'autrement on ne saura plus. Qu'est-ce qui peut pousser une population à... Sur la base des exemples. À ne plus réagir comme ça. Non, il y a l'expérience. Par exemple, j'écoutais une fois une émission et j'ai été frappée par quelqu'un qui disait j'ai acheté un truc et puis c'était pas bon, c'était un électroménager et puis voilà, on me dit ci, on me dit ça. Eh bien, j'ai exigé qu'on me rembourse, etc. Et depuis ce jour-là, toutes les fois que j'achète, que je fais ci, ça, eh bien, j'exige ceci, j'exige cela. Et elle disait, oui, nous Martiniquais, on se laisse trop faire, on nous couillonne, on nous ci, on nous ça. Et j'écoutais ça de manière un peu distraite, mais je me disais, je voyais dans son esprit le cheminement. Et c'est pour ça que je parlais d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui restent dans une sorte de statu quo, de pesanteur, parce que bon, on est dans ça, quoi. Mais un jour, il y a une petite révolte qui se fait et on va prendre en main la confiance qu'on accordait aux gens, ou aux institutions, aux entreprises, aux supermarchés, peu importe. On va décider de se prendre en main. Parce que jusqu'à maintenant... Vous pensez que ce jour arrivera? Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Alors les associations de consommateurs, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a plein de petites associations qui font un travail d'éducation. Et
à des gens à qui on avait dit, voilà, déléguez au système, faites-lui confiance. Et puis, tous vos affaires héros, il suffira d'aller, de dire... Et il y a l'accès à l'information. Est-ce que ça passe par un canal quelconque ou c'est vrai que lorsqu'on parle d'association de consommateurs, voilà, je serais incapable de citer à l'heure d'aujourd'hui. Je sais qu'il en existe. Je serais incapable de citer aujourd'hui le nom d'une association de consommateurs. Je serais incapable de citer le nom d'une association qui défend des locataires. Bon, après, pour les parents d'élèves, on les entend un peu plus, on connaît, etc. Mais est-ce qu'il y a un devoir d'information, notamment de ceux qui peuvent se font sur les radios, qui se font sur les radios, sur les médias? Non, ils sont régulièrement invités. Mais ce que je voulais dire, il ne faut pas sous-estimer la capacité du citoyen à observer tout seul que le système le trompe. Et c'est cela qui se passe aussi. Donc, quand vous avez des émissions d'information comme ça, vous entendez des gens dire « Ah oui, vous dites ça là et puis je réalise que, et j'ai fait ci, on m'a fait ça, on m'a pris ça, on m'a prélevé, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, on leur dit « Mais vous avez le droit d'aller réclamer, effectivement, c'est pas correct, etc. » Et les gens se disent, il y a un éveil qui se fait. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est comment les mentalités fonctionnent. Elles sont beaucoup plus lourdes à déplacer qu'un bulldozer. Et si on comprend ça, on est moins dans le jugement. Parce que le temps qu'un peuple, un groupe humain réalise qu'il est trompé, c'est comme mettre en marche une machine qui pèse des millions de tonnes. Mais quand il a compris, quand il a commencé à se déplacer, si vous ne mettez pas le frein, il ne s'arrête pas. C'est ça qui est important. Donc j'entends dans les discussions beaucoup de gens trompés qui découvrent que le système leur ment, que les politiques aussi parfois, que ceci, que cela, et qui sont beaucoup plus vigilants. Et cette vigilance-là, c'est une redéfinition de la confiance qu'on a placée dans des institutions qui fonctionnaient et qui tenaient leurs paroles, qui ne servait pas de mensonge. Et aujourd'hui, on redéfinit sa relation avec. C'est pour ça que le lien, la relation, sur la base de la confiance, doit être quelque chose qui se cultive, qui se construit et qui évolue avec le temps, avec son époque. Mélodie, je suis tombée sur une petite citation qui dit que la confiance est comme l'âme, une fois partie, elle ne revient jamais. Ah ouais, j'avoue que c'est pas... Oui, en tout cas, j'avoue que j'ai du mal. Je trouve, en fait, je serais hypocrite de dire qu'une fois que j'ai perdu confiance en une personne, il suffit de temps, de discussion, que ça revienne. Je pense pas que ça revienne. En fait. Mais tout dépend justement de l'investissement que tu avais envers cette personne. Oui, c'est cela. Ça dépend. Si c'est dans la sphère amoureuse, c'est clair, c'est difficile. Après, tout dépend dans quel contexte. Tu penses que quel que soit le contexte, en fait, voilà, j'ai perdu confiance en toi et puis on laisse les années passer. Je dis bon, pourquoi pas, il était jeune, mais tout dépendra aussi beau et insouciant. Hein? Oui, ça, on peut raisonner comme ça. Oui, pourquoi pas. Écoute, si tu parles de la sphère amoureuse et qu'on s'est connu à 19 ans, j'espère pour cette personne qu'à 30 ans, elle sera différente. J'espère pour elle. Par contre, si à 30 ans, elle a le même comportement qu'à 19 ans, il y a du souci à se faire. Thierry? Bon, vous savez, ça, quand j'écoute les commentaires, je me dis, mais finalement, on va revenir encore une fois sur les thèmes précédents, parce que ça revient à dire que tu ne pardonnes pas non plus. Tu vois ce que je te fais? Tu n'en démentes pas. Non, mais c'est vrai, mais finalement, ça ne peut pas pardonner, c'est pas grave de ne pas pardonner. Oui, j'entends bien. Mais c'est de savoir exactement ce qui a été touché en toi et qui fait que tu ne pourras plus jamais pardonner. Faire confiance. Mais faire confiance. Mais pardonner, ne pas pardonner parce qu'il faut pardonner. Il faut que tu sentes en toi la force d'assumer cette chose-là. Je ne vais pas pardonner parce que... Non, on n'a pas de devoir de pardonner. On n'a pas un devoir de pardonner. C'est hypocrite. Donc tu ne peux pas faire confiance, tu ne dois pas faire confiance à mais la question de la confiance, elle touche à tout ça. Tu es dans les sentiments fondamentaux. C'est fondamental. Comme on atteint les dernières minutes de l'émission, déjà évidemment, pour qu'on ait plus de temps aujourd'hui. C'était passionnant. Est-ce que un dernier mot sur la confiance aux téléspectateurs?
Je voulais juste dire un truc aussi, parce qu'on parlait de la société, le phénomène de société par rapport à comment réagir à la société. Je pense qu'on est comme comme tu disais tout à l'heure, on est comme des bébés finalement. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui sont censées mener à bien la société dans laquelle on vit. Si ces gens-là, à chaque fois qu'on les met en place, au plus haut niveau, ils sont là, on est comme des bébés, ils ne font pas le nécessaire. Finalement, chaque personne va se retrouver dans son coin à faire son bonhomme de chemin et ils ont confiance avec le groupe avec lequel ils vont fonctionner. J'aime pas tellement cette message-là. Et après, ça peut donner des révolutions. Comme des bébés, qu'on place notre confiance en des dirigeants, non, j'aime pas ça. Non, je parle. Mais il faut la question de l'éthique avant. C'est-à-dire que tous les gens dans les institutions ne sont pas des mafieux. Non, je dis pas ça. Voilà, mais presque. Non, j'ai dit en situation de crise, en situation de crise, si vous voulez, il y a des situations qui nous révèlent les imperfections du système, les défauts du système. Oui, et ce que nous voyons, quand on prend l'exemple rapidement, on nous fait déjà signe que c'est fini. Voilà, ce que nous voyons, quand on prend l'exemple le chikungunya, comment certaines personnes mettent de temps à réagir, bien même les alsagas, on se dit que certaines personnes habitent quand même sur certaines côtes et qui prennent quand même du temps à réagir malgré certains postes et qu'on voit quand même pour Ebola, on n'en entend pas trop parler. C'est quelque chose qui quand même inquiète même les îles qui nous entourent, comme la Dominique, Sainte-Lucie, les petites îles qui nous entourent, quoi, qui en parlent, qui font des campagnes de prévention et qu'on constate que quand même on n'a pas grand-chose ici. Mais nous atteignons les dernières secondes de l'émission. Quel sera votre mot de la fin? Mais la confiance, on est dans une ère moderne, où, en plus dans une société en crise, où les relations entre les individus, les relations individus-institutions et les relations aux grands idéaux, la confiance qu'on avait dans liberté, égalité, fraternité, sont en train de se redéfinir. Donc c'est à nous de nous tenir, d'être au goût du jour, informés et de nous trouver les informations pour nous protéger. Thierry, ton mot de la fin? Je pense que la confiance, de toute façon, on ne peut pas y échapper. On est obligé de faire avec. On est obligé de faire confiance. On n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. Mais après, c'est sûr que... Avec des limites. Il y a des limites, il y a des retenues à avoir, il faut avoir l'œil bien ouvert et l'esprit, comment dirais-je, bien... L'esprit aussi, tout aussi voilà, bien voilà. Mélodie? C'est pas le thème de développer, mais je dirais juste qu'il faut faire confiance, mais ne pas enlever ses œillères. Regardez tout ce qui se passe autour. La périphérie est très importante. Olivier? Écoute, moi je dirais qu'entre individus, la confiance se gagne et se cultive, mais je dirais aussi aux parents que la confiance se travaille dès le berceau. D'accord. Alors moi, je retiendrai cette petite phrase d'une téléspectatrice, que la confiance est le frère jumeau de la trahison. Donc c'est une téléspectatrice de la Guadeloupe qui nous fait part de cette belle phrase que je retiens d'ailleurs, que je retiendrai. Donc merci à vous téléspectateurs de suivre l'émission, c'est grâce à vous si elle existe encore. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne malgré les petits soucis et les aléas du direct. Nous leur disons un grand merci et nous vous disons à bientôt pour un autre thème. Au revoir. Au revoir.